Rebonjour à tous. Finalement, Bonjour. eh bien, j'enchaîne. On passe au moment déjeuner. Hein, vous avez assisté au petit déjeuner ce matin. Là, on attaque le déjeuner. Le déjeuner des entrepreneurs. Quels sont les plaisirs que vous avez pu réaliser grâce à l'entrepreneuriat ? C'est comme si on passait aussi un petit peu finalement au côté dessert, hein, puisque quand on évoque les plaisirs grâce à l'entrepreneuriat, ça veut bien dire qu'on en tire un petit peu des fruits et quelque part un petit peu du dessert. Bon, on va quand même en rester un petit peu à l'heure du déjeuner. Euh, Ça a le vent en poupe. On a des gens qui prennent de plus en plus leur envol. On a une accélération, une augmentation massive de personnes qui s'installent en tant qu'indépendants. L'effet Covid, probablement. Et donc, on peut noter qu'en 2022, il y a 1,07 million d'entreprises qui ont été créées en France. C'est littéralement un record historique. Donc pour beaucoup, l'entrepreneuriat, en réalité, elle offre une liberté. C'est souvent le leitmotiv, hein, de vouloir péter les plafonds de verre et de vouloir prendre un petit peu sa liberté. Merci beaucoup. En plus, on se fait servir, c'est vraiment super. Magnifique. Et c'est très bien présenté. Ça donne envie. Je suis désolé, Eric, du coup, tu n'as même pas l'odeur. Donc 62% des entrepreneurs affirment qu'ils ont créé leur activité pour être plus indépendants, pour casser un petit peu les plafonds de verre. Ça, c'est pas vrai, je viens de l'ajouter, mais j'en suis convaincu. Et 40% disent que cela leur a permis de voyager davantage, probablement un autre leitmotiv. Nos intervenants vont partager avec vous les moments où leur vie a véritablement changé grâce à l'entrepreneuriat. Juste avant de passer dans le détail des thématiques, je vais laisser chacun d'entre vous vous présenter. On ne rentre pas dans le détail. Qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous faites. Et on rentrera dans les thématiques après. J'aimerais commencer par Eric parce qu'il est en distanciel cette fois. Et on peut avoir tendance, du coup, n'étant pas sur le plateau, à passer un peu à côté. Je voudrais qu'on commence par toi, si tu veux bien, Eric, te présenter, s'il te plaît, s'il y en a qui vraiment ne te connaissaient pas. Ah, petit problème de son à la régie, s'il vous plaît. Tu as dû couper ton micro, Eric. Ok, on va enchaîner sur Grégory, puis on va faire un petit test en régie et je te reprends juste après. Eh bien, enchanté. Grégory Dian, 45 ans, 3 enfants. Je suis investisseur depuis près de 20 ans. Et puis, j'ai développé plein d'entreprises dans l'immobilier, notamment une société de gestion locative qui s'appelle Gesti. Et puis, une société de courtage en crédit immobilier où j'ai pu accompagner beaucoup d'investisseurs. Et je suis moi-même donc investisseur dans de la colocation courte durée ou, on va dire, investissement plus classique. Donc, voilà, ravi d'être là. Merci. Maxime ? Merci William. Du coup Maxime, j'ai 21 ans, je suis investisseur et entrepreneur dans l'immobilier. J'ai aujourd'hui mon activité principale qui est d'être marchand de biens et j'ai aussi créé avec mon associé 2 agences immobilières qui nous permettent d'avoir une stabilité sur l'activité de marchand de biens. Et à côté de ça, j'accompagne aussi des investisseurs, des entrepreneurs à investir dans l'immobilier locatif. Morgane Lavaux, du coup j'ai toujours 37 ans. Je suis investisseur. J'ai une activité vraiment principale qui n'est pas du tout liée à l'immobilier et je fais de l'investissement par passion. Donc voilà. Merci beaucoup. Teddy ? Alors du coup, je suis Teddy, j'ai 33 ans, je suis franchisé du coup de Rente Compagnie sur le secteur de Brest-Morlaix et puis depuis une semaine sur le secteur de Quimper et Lorient. À côté, je suis aussi investisseur immobilier et je commence aussi sur le marchandage de biens. Merci Teddy. Déjà une belle croissance puisque un premier secteur et puis déjà un deuxième secteur dans la foulée. Donc ça va très vite. Est-ce qu'on peut reprendre Eric avec nous ? Est-ce qu'on a du son ? On n'a pas de son. Très bien. Il ne peut pas manger, il ne peut pas parler, c'est le pauvre. Bon, c'est pas grave, on aura une jolie présentation d'Eric juste après. On va rentrer dans la première thématique, la liberté de gérer son temps et sa vie. A priori, le premier leitmotiv quand quelqu'un décide de prendre son envol et de s'installer en tant qu'indépendant. 75% des entrepreneurs affirment qu'ils ne reviendraient jamais à un emploi du temps salarié.
Et c'est mon cas, parce que j'ai moi-même été salarié pendant 20 ans. Alors, j'entreprenais en même temps, hein, j'étais ancien directeur de travaux grand projet, 350 salariés, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais j'ai la même ancienneté en matière de création de société, développement de business, etc. Et pour avoir coupé le cordon, c'est vrai que plus jamais je reviendrai. Bon. Ça y est, ça y est? Ouais, Tu peux c'est nous bon. chanter une petite chanson, voir si on t'entend? À la Clairefontaine. Parfait, parfait. On a les mêmes références, je le savais. Ah, c'est On bon a ou les pas mêmes références, je le savais. Eric, est-ce que tu peux te présenter en 2 minutes, s'il te plaît? Ouais. Donc Eric Weiss, alors j'ai un profil un peu atypique parce que je suis professeur dans une université depuis 25 ans. J'enseigne l'entrepreneuriat, mais en fait j'ai créé quelques dizaines maintenant d'entreprises, certaines avec beau succès et d'autres avec un peu moins de succès. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et je suis également président de la Fédération française des marchands de biens immobiliers. Parfait, merci beaucoup. Eric, tu vas apporter beaucoup de choses tout au long des thématiques. Santé, Alors- Eric. Hein. À la tienne. Hein. Ouais, santé. Ça ne m'étonne pas de toi, tiens. Voilà. Bon, et donc- en fait, vous savez pas ce que j'ai là-dedans, hein, cela dit. On a tous nos carburants, hein. Donc nous avions lancé la première thématique qui est la liberté de gérer son temps et sa vie. Donc nous notions que 3/4 des entrepreneurs le affirmaient l'avoir fait pour pouvoir récupérer du temps, pour accéder à la liberté. À la liberté. Donc comment gérer votre temps et votre vie a-t-elle impacté votre parcours entrepreneurial? Donc je vais vous poser une petite question ou deux. Comment l'entrepreneuriat a-t-il changé votre manière de gérer votre emploi du temps? Et quels sont les avantages d'avoir une liberté totale sur vos décisions professionnelles? Peut-être, Grégory, est-ce que tu peux nous donner ton avis là-dessus? Bah, écoute, moi, j'ai été très peu longtemps salarié. Donc, c'est vrai que j'ai pas non plus énormément d'historique sur cette organisation de salariat, même si j'ai toujours été attiré justement par l'entrepreneuriat. Donc, très tôt, j'ai su que je voulais pas forcément avoir une hiérarchie et gérer mon temps comme je le souhaitais. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu plus dans l'air du temps avec le télétravail où tous les jeunes qui arrivent, ils veulent absolument justement gérer leur temps. Bon, moi, j'ai 45 ans et il y a 20 ans, quand j'ai commencé l'investissement, je ne l'ai pas fait forcément pour me dire « Ah bah, j'ai envie de gérer mon temps ». Mais par contre, j'ai développé des projets à côté qui m'ont permis de quitter le salariat et développer d'autres activités, agences immobilières, cabinets de gestion ou sociétés de courtage. Voilà. Mais j'ai toujours baigné dans un environnement, c'est important, environnement familial où il n'y avait que des entrepreneurs finalement. Mon père est marchand de biens, mon grand-père était marchand de biens. Donc j'ai baigné dans cet environnement et finalement, j'y suis arrivé au fur et à mesure. Hein. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, on va dire. Eric, tu nous partageais être encore à l'université et en même temps avoir créé pas mal de boîtes et être président de la Fédération des marchands de biens. Est-ce que tu peux t'exprimer sur le sujet? Ouais, alors en plus, c'est presque le schéma familial opposé, hein. Mon père était communiste, puis bref, truc qui avait rien à voir. Donc je me suis dit, il fallait que je fasse des études pour assurer les arrières, mais en fait, je voulais être entrepreneur dès le début. Résultat, à 21 ans, je crée une première boîte que je crache. Je vous passe les détails. L'usine était au Maroc, l'entité centrale était en Espagne. Je claquais plein de sous parce que je gagnais plein d'argent à un moment donné. Et puis finalement, ça se finit dans un fiasco, mais absolu. Donc un procès à Barcelone, enfin, plein de choses rigolotes qui font grandir assez vite. Et donc j'intègre l'université Savoie-Mont-Blanc, je deviens chef du département technique de commercialisation dans un IUT, c'était sympa. Je me mettais au chaud, j'avais un salaire, mais en fait je m'emmerdais. Dès l'année qui suit, je recrée une autre boîte, puis une deuxième, puis une troisième. Après, je découvre le marchand de biens, là, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais effectivement, qui est aujourd'hui une voie de liberté absolument incroyable. Et alors, pourquoi j'ai voulu être entrepreneur dès le début? Je crois que chacun a ses raisons, mais si on va puiser au fond de nous, on l'a ou on l'a pas dès le départ. C'est-à-dire qu'en fait, le sentiment de liberté que ça procure est juste incroyable. Et effectivement, là où on se rejoint, c'est que moi, j'aurais pas pu être salarié d'un grand groupe. C'était juste inconcevable pour moi. Voilà, donc j'avais juste envie d'être super libre. Alors, ce qui n'est pas tout à fait vrai, on va en reparler, mais quand tu es entrepreneur, tu es finalement prisonnier. Là, il n'y a personne. Aujourd'hui, c'est samedi, mais tu es prisonnier de ton propre Oui, système. il y a des responsabilités qu'il convient d'assumer et les choses sont un petit peu moins servies sur un plateau. C'est sûr.
Oui, en fait, on sort d'un cadre où on demande presque parfois l'autorisation d'aller faire pipi et on veut conquérir sa liberté et de ne plus avoir de compte à rendre. Et donc, on sort d'un cadre. Et donc, passionné ou désorganisé, eh bien, finalement, on ne fait plus trop la différence, parfois, peut-être, entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc, on acquiert cette liberté. Euh, je pense que parfois ce cadre qui sort, il a un défaut, c'est que ça distord un petit peu le temps. Personnellement, non pas que je vais parler de moi, mais j'observe que quand j'étais aussi salarié, avec un métier de taré, je faisais plus de choses. Comme j'avais moins de temps à accorder à toutes mes autres activités et sociétés, eh ben, j'étais extrêmement efficace. Je peux presque dire, et pourtant j'ai une routine de travail vraiment très dure, et pourtant, parce que parce que j'avais un peu moins de temps, et je me contraignais à être encore plus efficace. Je faisais encore plus de choses. J'allais plus vite. J'étais plus fin. Excusez-moi, cet élastique, du coup, il s'est distendu en lâchant le salariat. Et comme je n'ai que, en fait, c'est facile de se mettre d'accord avec soi-même. Bah, tu sais quoi, ça, je le fais demain. Ah oui. Et voilà. Ouais, tu peux remettre facilement plus tard. Mais Et ouais. bon, après, quand tu es salarié, ça dépend aussi dans quel environnement tu es salarié. Aujourd'hui, si tu as énormément d'heures de boulot, c'est vrai que tu as envie de quitter ce monde-là, bah, c'est sûr que tu vas tout de suite prendre un bol d'air en te disant bah, je suis libre, etc. Bah, maintenant, il y en a qui ont un boulot de salarié où, malgré tout, ils rentrent, ils déconnectent complètement. Ouais. Et là, ils passent 100% de leur temps avec leur famille, ils sont vraiment 100% avec eux. Ce qui est plus compliqué, quand même, quand on est entrepreneur. C'est difficile. Là, tu parles de la frontière entre la vie familiale et la vie professionnelle. Moi, je trouve, à titre perso, en tout cas, j'ai 3 enfants, c'est toujours difficile de couper. Et mes enfants ils me disent toujours, ouais, mais t'es tout le temps au téléphone. Donc, mais ça fait partie de la vie. C'est difficile de faire la frontière entre les deux. Tout à fait. Alors, c'est précisément là où je voulais vous amener, c'est qu'après, finalement, on déborde un petit peu, les frontières sont encore plus difficiles. Alors moi, j'avais une grande liberté dans mon métier, hein. J'en ai quasiment pas de compte, et pourtant j'étais salarié, mais j'avais aucun compte à rendre. J'avais un point mensuel et encore. Mais justement, du coup, quand on est indépendant, quand on travaille pour soi, quand on acquiert cette liberté temporelle, eh bien, la frontière entre cette vie professionnelle et cette vie personnelle, elle s'efface. Messieurs, entrepreneurs, comment gérez-vous justement cette interface ou cette limite entre ce monde personnel et ce monde professionnel, que ce soit pour votre famille, vos enfants, vos activités ou quoi que ce soit? Comment faites-vous? Morgane, comment fais-tu au quotidien? Bah, c'est un tout en fait. Il n'y a pas de distorsion entre la famille. On vit avec notre métier, donc moi c'est une passion. Déjà c'est pas un métier. Après le côté salarié ou indépendant, c'est pas pour moi une finalité, c'est un statut. Donc en fait pour moi c'est normal. Donc je vois pas. Je me suis entouré en plus d'amis qui sont aussi entrepreneurs. Finalement on vit dans un écosystème. Moi aussi mes parents étaient entrepreneurs. Donc finalement j'ai été salarié quoi 1 an peut-être. Et pour moi, c'est une philosophie. Donc, Bien sûr, mais disons que tu as beau être super passionné, ta compagne ou tes enfants peuvent ne pas adhérer. Moi, je me vois mal aller en réunion pendant 4 heures avec mon fils de 3 ans. Donc ça veut bien dire qu'organisationnellement parlant, il faut bien allouer un temps certain, organisé, etc., pour pouvoir contenir tout le monde et pouvoir être à sa place au bon moment. Tu comprends? je parle de ça avec mes éléments à moi. J'ai pas Bien encore sûr. d'enfant, ça va arriver. Bien sûr. Et Mais je pense après, que par ça rapport à ma change. C'est ça compagne, qui change. ouais. Les enfants, Certainement. ça commence à changer une la contrainte donne. Enfin, je sais positive. pas si vous avez des enfants. Si, moi j'ai 2 enfants. Bon, je sais pas, tu vas peut-être pouvoir y répondre, mais Ça demande de l'adaptabilité, mais celle qu'on demande au quotidien à un entrepreneur en réalité. Teddy, partage-nous un petit peu ton expérience. Comment fais-tu pour bien séquencer ces moments, organiser les deux et que ça On ne... ne peut pas forcément séquencer, on travaille toujours un peu, tout le temps. Après, on a la chance aussi, certaines fois, de travailler à distance, répondre aux mails, on peut nous faire des vidéos pour les chantiers, tout ça. Mais il n'y a pas vraiment de coupure non plus. Après, ça m'arrive de prendre mes enfants sur les chantiers, à des rendez-vous, quand il n'y a pas le choix. C'est ce qu'on appelle la formation continue. Bon, Oui. pensez-vous que la liberté d'agir rapidement, précisément parce que vous êtes indépendant et qu'il n'y a pas besoin de demander toujours l'autorisation d'aller faire pipi, pensez-vous que la liberté d'agir rapidement en tant qu'entrepreneur vous a aidé à saisir plus d'opportunités? Ah, clairement. Clairement, honnêtement, il y a beaucoup de marchands de biens qui ont des activités aussi, par exemple, à côté. C'est vrai que
Vas-y, serre-toi. T'as raison. Et qui ont des activités à côté et qui, du coup, ne peuvent pas saisir les opportunités. Quand un agent immobilier nous appelle et que c'est du off-market, qu'il faut se déplacer tout de suite, etc. Même si on peut faire des offres à distance, il y a plein de choses à mettre en place. Hein, mais on ne peut pas saisir toutes ces opportunités-là. Et la chance d'être entrepreneur, alors moi, j'ai connu que ça. Je n'ai été que entrepreneur. Je suis passé d'étudiant au lycée à entrepreneur. Donc, j'ai pas eu de transition salariée ou même études supérieures. Ce qui est d'ailleurs un gros inconvénient parce qu'on ne sait pas forcément trop travailler et on ne sait pas connaître cette liberté-là ou en tout cas l'apprécier à sa juste valeur. Mais quand on arrive à avoir cette liberté, on arrive à saisir des opportunités que certains ne pourraient pas avoir. Et on prend le temps de saisir ces opportunités-là. Très bien, très très clair. Merci beaucoup. Ouais. Eric, tu voulais intervenir? Ouais, en fait, juste, je vais faire une intervention un peu, tu vois, de prof. Je crois qu'il faut distinguer quand même deux choses. C'est-à-dire, il y a l'indépendant et il y a l'entrepreneur. Et c'est deux choses différentes. Quand tu démarres indépendant, et je pense qu'on est tous démarrés plus ou moins avec une volonté d'être indépendant au départ. Mais ce n'est pas du tout la même chose que de dire « je suis entrepreneur ». Entrepreneur, ça veut dire que tu as des salariés, tu as des responsabilités, tu as des bureaux, tu as des gens, tu es responsable d'un chiffre d'affaires à maintenir parce que si tu vas au tapis, tu emmènes avec toi les autres. Indépendant, tu es dans un état d'esprit où tu cherches vraiment la liberté pure et dure. Et en réalité, c'est là où la frontière, à mon avis, et c'est là qu'il faut remettre le débat, c'est-à-dire que quand tu cherches à être indépendant, au début, tu te dis c'est génial, je vais gagner plein de sous et je n'aurai pas de patron. Très vite, tu t'aperçois que tu galères, que tu as plein de gens à gérer quand même, etc. etc. Et j'ai l'impression, alors c'est vraiment mon impression, que j'ai jamais été autant libre que depuis que j'ai plein de salariés. Alors oui, il y a plein d'emmerdements, et oui, je sais, en France, virer les gens, enfin bon, voilà, ok. Mais en même temps, c'est le moment où tu es le plus libre, puisque tu peux véritablement t'appuyer sur les autres. Avant, tu es indépendant, et souvent t'en chies. C'est très juste. Une liberté, c'est une liberté d'action. Il y a plus de responsabilités, mais on peut s'épanouir, rester dans son why. Le why a été évoqué ce matin, rester dans son pourquoi. Mais je suis assez d'accord. Fruit de cette expérience, est-ce que vous auriez quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaiterait justement quitter un petit peu cette position, il aimerait être plus indépendant ou il aimerait entreprendre? C'est très juste le fait qu'il y ait une petite différence entre les deux. Quel conseil donneriez-vous à ces personnes pour qu'elles atteignent elles-mêmes cette liberté? Voyons, ça... T'as calmé tout le monde. Pour que la personne atteigne sa liberté. Après, encore une fois, il y a plein de libertés. La liberté, c'est justement ce qu'on a envie d'explorer, ce qu'on a envie d'atteindre. Chacun a sa propre définition quelque part de sa liberté. Et puis, il y a la vie en couple, la vie en famille. Moi, à titre personnel, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans l'immobilier, qui, justement, on a parlé du voyage, qui voyagent beaucoup, qui veulent vivre à l'étranger, qui font tout à distance, qui ont beaucoup plus de liberté sur le papier que moi, quelque part avec une famille, un entrepreneur plutôt classique, certes dans l'immobilier, mais plutôt classique. Donc moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir changé ma vie non plus au niveau des voyages où je suis pas très voyage, bling bling et belle voiture. Donc voilà. Mais par contre, ça m'a apporté la liberté d'action, comme on le disait aussi, de pouvoir aller sur des opportunités d'affaires et surtout la liberté de rencontrer des gens en fait. C'est-à-dire que à l'époque, pendant une courte période, j'ai été salarié. Bon bah quand on est salarié dans une entreprise du matin au soir, on rentre le soir à la maison. On a moins le temps d'aller à la rencontre des autres et de rencontrer d'autres entrepreneurs. Voilà, on est là aujourd'hui, on rencontre d'autres entrepreneurs dans le même secteur d'immobilier. Ça va amener sur d'autres choses positives, d'autres affaires, d'autres business. Et c'est moi ça que je recherche quand j'ai la position d'entrepreneur. Et c'est ça, pour moi, la plus grande liberté en tout cas. Alors, en effet, souvent, quand on parle de liberté, on parle de liberté que de temps, faire ce qu'on veut. La liberté du choix aussi. Et ça permet de choisir son expérience, choisir son... La liberté du choix, c'est un bon problème. Hein. C'est l'un des problèmes que j'accepte dans ma vie aujourd'hui. C'est quand même la liberté du choix, parce que c'est un bon problème, justement, que d'avoir le choix. Il y a peut-être un petit trait d'union, sans vouloir faire de nombrilisme professionnel sur le sujet, c'est que, puisque la question était qu'est-ce qu'on pourrait conseiller, je me permets de donner un conseil, hein, sans être... probablement que les personnes n'osent pas
pas quitter le salariat parce qu'elles ont besoin d'un peu de sécurité. Et si elles voulaient passer du côté obscur de la force en devenant indépendant ou entrepreneur, eh ben, de devenir franchisé, on garde ce côté un petit peu. Je vois le sourire de Fabien. Peut-être qu'en devenant franchisé, justement, on garde un petit peu ce côté sécure. On rentre dans un cadre, il y a des process, on sait où on va, avec qui on va, comment on y va. Et voilà. Ouais, parce un que peu facile, vous allez travailler dire, tout mais- seul, savoir travailler tout seul, ça prend, enfin, c'est pas facile. Et donc là, en effet, s'il y a un cadre, déjà, c'est peut-être un peu plus facile. Il y a un côté sécurisant. Dans 5 ans, 90% des franchisés, ils sont encore là. Et ben, c'est pas pour rien. Et ça, c'est les chiffres qui le disent. C'est pas le petit William que je suis. Donc voilà, pour apporter une petite solution à vous, mesdames et messieurs, qui peut-être caressez l'idée de devenir un petit peu plus libre, et ben, avec certitude, je peux vous dire que c'est un excellent trait d'union que de se franchiser, notamment, du coup, chez Darant et compagnie. Allez, on avance. Ouais, moi, je suis d'accord. Juste avant. Enfin, juste, je mets de l'eau à ton moulin. Je pense qu'il faut un cadre. En réalité, quand tu deviens indépendant et que tu veux basculer entrepreneur, ton absence de cadre te rend fou. C'est-à-dire, tu gagnes de l'argent. Tout à l'heure, je disais, j'avais 21 ans, je gagnais des sommes incroyables. Bon, bref. Et effectivement, c'est le moment où tu as une voiture de sport. C'est le moment où, en fait, tu deviens dingue et tu perds pied. Et quand tu es dans un cadre alors de franchise ou d'association, ou que directement tu te mindset pour avoir des salariés, tu es obligé de t'astreindre. Parce que dans tous les cas, tu es associé, tu dois rendre compte quand même quelque part à tes propres associés. Tu as des salariés, tu es obligé quelque part d'être exemplaire. Donc dans les deux cas, finalement, ça te recanalise et tu fais moins de conneries. Tout à fait. C'est vraiment super important, cette relation à l'autre, finalement, ce qu'on le fait, alors bien sûr pour soi d'entreprendre. Mais quand on doit quelque chose à quelqu'un, finalement, on se responsabilise et on doit quelque chose. Donc, par rapport à un salarié, en effet, on doit être meilleur, on a l'exemplarité, on a tout un tas de choses qui viennent se greffer à ça. Morgane, tu voulais nous partager quelque chose? Après, tu parlais tout à l'heure des rencontres et il y a aussi en France des choses qui se font bien, c'est qu'il y a des pôles d'accompagnement. On parlait tout à l'heure d'incubateurs. Alors à des échelles plus petites, il y a les CCI qui permettent aussi d'encadrer l'accompagnement des chefs d'entreprise. Je sais que nous, moi je suis nantais et on a une vraie bonne CCI. Après, on peut passer par des réseaux d'accompagnement sur le volet financement, donc plutôt après du réseau entreprendre. Après, il y a des associations de chefs d'entreprise qui permettent aux chefs d'entreprise que l'on est d'apprendre en fait le métier, parce que finalement, enfin moi j'ai pas connu d'école du dirigeant, et donc il y a des associations. Enfin moi je suis au CJD par exemple, c'est le Centre des jeunes dirigeants, qui nous permet vraiment de continuer notre formation à être meilleur envers soi, envers les autres, et apprendre en fait ce qu'est ce métier de l'entrepreneur finalement, parce que on est peut-être né dans des familles d'entrepreneurs, mais tout le monde ne l'est pas, donc il ne faut pas non plus avoir peur de sauter dans l'inconnu. La franchise, c'est très bien, mais il y a aussi ce côté, vraiment, les CCI en local sont vraiment fortes de propositions et d'accompagnement. Tu as raison de le rappeler, Morgane. Bon, on est aussi dans l'ère du service et il y a un tas de services qui sont proposés pour accompagner, en effet, et prendre un petit peu les gens par la main pour les amener du point A au point B. Tu as raison de le rappeler, merci beaucoup. On a beaucoup parlé de liberté. 70% des entrepreneurs qui ont pris un petit peu leur envol reconnaissent qu'ils l'ont fait pour atteindre un peu plus de liberté. 40% affirment que leur succès leur a permis de voyager davantage. Quel type de voyage ou d'expérience avez-vous pu réaliser à votre liberté financière? Donc, je vais vous poser pareil comme tout à l'heure, deux, trois petites questions. Quelles expériences ou voyages inoubliables avez-vous pu réaliser grâce à l'entrepreneuriat? Alors, il y a le voyage au sens premier du terme, mais une expérience, c'est aussi un voyage. Tout à l'heure, Grégory nous partageait finalement qu'il pouvait, avec ce temps qu'il a récupéré notamment, rencontrer plus de personnes, faire plus de rencontres, découvrir peut-être plus de business, plus d'opportunités. Et ça, en soi, c'est aussi une forme de voyage. Je ne voudrais pas qu'on reste cantonné aux îles, même si, bien entendu, c'est pas un suffrage, le questionnaire qui avait été fait, ouais. le sondage, merci beaucoup. C'était probablement le fond de leur question, plus de voyage, ça va aussi avec la liberté. Bon, je vous pose la question, quelles expériences ou voyages inoubliables avez-vous pu réaliser grâce à l'entrepreneuriat, pour avoir pris le courage de prendre cette voie-là? Il y en a beaucoup des voyages, et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Tu vois, on s'est rencontrés ensemble sur un voyage au sens propre du terme, le Week Team Business qu'organise mon associé, et c'est des moments comme ça qu'on partage ensemble, où on prend du plaisir ensemble
à passer des moments avec des personnes qui nous comprennent, qui ont les mêmes valeurs que nous et la même ambition. Donc c'est des moments et des voyages sur lesquels on partage évidemment nos aventures, nos échecs, nos problématiques et aussi nos réussites ensemble. Il y a des associations qui naissent de ces voyages-là entre entrepreneurs. Et puis au sens large du terme, à chaque fois, on rencontre de nouvelles personnes qui ont plein de choses à nous apprendre. Donc pour prendre la question sur le sujet voyage, on peut, grâce à l'entrepreneuriat, vraiment voyager avec des entrepreneurs et partager des moments assez incroyables. Et j'ai presque envie de dire que ça fait partie du job. Ça fait peut-être un peu, vous m'excuserez le terme, il n'est pas très joli, peut-être un peu putaclic, mais la réalité, c'est que voyager fait presque partie du travail de l'entrepreneur. On va s'aérer le cerveau, prendre du recul, reposer des bases, redéfinir des objectifs, être dans la correction, dans l'amélioration, apprendre avec les autres, y avoir aussi des opportunités. Bref, alors on dit qu'on apprend des problèmes, mais personne n'a dit qu'il fallait apprendre de ses propres échecs. Et quelque part, en voyageant, en étant devant plein de personnes différentes avec des parcours différents, eh bien on apprend des erreurs des autres. Donc en plus, ça se veut également d'une certaine manière un petit peu un accélérateur. Bon, Maxime a répondu, je te remercie beaucoup. Est-ce que Morgane, Teddy, Eric ou Grégory, vous voudriez nous partager un petit peu finalement quel voyage, plus rien, le voyage, ça vous a permis de réaliser peut-être des rêves, etc., avec un petit exemple pour donner envie ou pour montrer que c'est possible et que concrètement, ça vous a permis de concrétiser, d'accéder à des choses assez exceptionnelles. Beaucoup de rencontres, en fait, pouvoir trouver des associés, ça revient à ce qu'il disait tout à l'heure. Du coup, ça permet de trouver des associés, de faire des rencontres et de pouvoir se développer encore plus, en fait. En dehors des voyages, moi, c'est vrai que j'ai toujours fait des voyages, même quand j'étais salarié, donc ça ne m'a pas grandement changé sur les voyages en eux-mêmes, mais moi, c'est vrai que j'aime bien le sport. Et je relis ça aussi comme une activité où justement il faut prendre le temps de le faire. Et c'est vrai que ça m'a permis d'avoir cette liberté de faire du sport. Il y a 2-3 ans, j'ai fait l'ascension du Mont Blanc. Je me suis inscrit il y a 1 an et demi dans un stage de parachutisme pour faire de la chute libre. Et tout ça prend du temps. Je crois qu'Eric a des expériences aussi sur des vols. Donc il y a des choses à faire quand on est indépendant, quand on est plus libre. Eh bien, on peut accéder à des passions autres que juste le boulot, quoi, si je puis dire. Alors, mon ami Anthony, tout à l'heure, Ouais, est intervenu. Il indiquait qu'il partait aujourd'hui entre 13 et 14 semaines de vacances par an. Bon, très clairement, quand il était, Ouais. ne serait-ce que chef d'entreprise, mais dans une entreprise du TP, il partait zéro. Et pourtant, il était entrepreneur, hein. Alors, je ne dis pas qu'il prenait pas une semaine ou deux, mais on voit bien que d'une certaine manière, quand on atteint une forme de liberté, on s'accorde plus de temps. Et je reste convaincu qu'ici, aujourd'hui, il fait 13 à 14 semaines de congés par an. Si je me permets de le dire, c'est parce qu'il l'a dit tout à l'heure à l'écran, hein. Je pense que c'est aussi le fruit de cette liberté, de ce travail, et que du coup, ce temps, il le met à profit spécifiquement pour le plaisir de voyager, de découvrir, etc., etc. Je m'excuse, que je pense que je crois que je t'ai coupé, Eric, n'hésite pas à intervenir. Non, mais ce que tu viens de dire est très pertinent et en fait, c'est mérité. C'est-à-dire qu'un entrepreneur qui ne sait pas se récompenser, c'est un entrepreneur mort. C'est-à-dire qu'en réalité, il va s'enfermer dans une logique et ça peut paraître bizarre de dire je vais partir 12 semaines par an, mais si tu le fais pas, tu tiendras pas sur la longueur. Ça, c'est le premier point. Moi, personnellement, j'ai organisé tout le système, alors peut-être un peu moins maintenant d'ailleurs, mais tout mon système entrepreneurial est organisé sur les voyages parce que notamment, alors c'est un secret de polichinelle, mais j'ai été leader de club deal aux États-Unis, en Espagne, dans des pays d'Amérique latine. J'ai audité Hong Kong, Singapour, Tokyo. Enfin bon, bref, il y a plein de trucs rigolos. Certains plus ou moins rigolos d'ailleurs, hein, parce que les États-Unis, 7 procès consécutifs, des tas de problèmes. Voilà, on faisait une sorte de marchand de biens, hein, en réalité, hein. Donc tu joues avec des millions de dollars qui t'appartiennent même pas vraiment, et t'essayes de faire ce que tu peux pour éviter les gros problèmes que tu n'avais pas vu venir parce que tu n'avais pas compris pourquoi tu avais créé ça. Mais la réalité des choses, c'est que tu l'as créé parce que tu t'offrais des fenêtres de tir pour être à Miami, à New York, pour être le lendemain à Singapour, et pour pouvoir vivre pleinement ces voyages en ayant un super prétexte. Donc l'entrepreneuriat peut aussi servir de prétexte à t'offrir les voyages dont tu rêverais. Et je clôt le débat là-dessus, mais j'espère que ma famille m'écoute pas. J'ai pris énormément de plaisir dans mes voyages business.
parfois plus que dans mes voyages vacances. Tu as été créateur de ta propre opportunité également sur ces sujets. Alors moi je l'apprends, hein, apprendre à se faire plaisir, à prendre un petit peu de temps, je ne connaissais pas. Hein, c'est juste travail parce que j'y prenais beaucoup de plaisir. Alors travail, Morgane me rappelait tout à l'heure, c'est pas un travail, c'est une passion et il avait raison. Et c'est comme ça que je le vivais, sinon j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai déjà fait. Mais en effet, si on ne sait pas se récompenser un petit peu, on est mort et ça je suis parfaitement d'accord et tu as bien raison de le rappeler. Ok, 70% le font pour la liberté, 40% pour les voyages et les expériences. 30% des entrepreneurs accèdent plus facilement à l'investissement, à leur premier bien immobilier, ou en tout cas plus rapidement. En quoi le succès entrepreneurial vous a-t-il permis d'accéder à des acquisitions importantes ou d'augmenter votre patrimoine ? Quel type d'acquisition avez-vous pu réaliser grâce à votre succès entrepreneurial ? Est-ce que ça vous a ouvert plus de portes ? Est-ce que vous avez eu un accès au crédit plus facile ? Est-ce que vous avez pu accélérer ou prendre plus gros ? Est-ce que le fait d'être des entrepreneurs et d'avoir atteint un certain niveau a été... je pense qu'on va être tous d'accord, mais je vous laisse rentrer un petit peu dans les détails. La question vous paraît claire ou je la reformule ? Oui, c'est bon, ouais. Bon, alors, on est tous dans l'immobilier ici, et je crois qu'on a tous commencé par l'immobilier plutôt que l'entrepreneuriat. En tout cas, moi, c'est mon cas, donc l'investissement locatif. Après, je sais que quand on commence, du coup, et moi, je suis assez néo dans l'entrepreneuriat, et je sais que c'est compliqué de lever de la dette. Il faut montrer, évidemment, aux banques qu'on est finançable, qu'on arrive à générer beaucoup de revenus avant de pouvoir se faire financer. Mais je me rends compte que plus on monte des beaux bilans à notre banquière, plus ça, ou à notre banquier évidemment, pas de sexiste sur ça, on arrive facilement à... Maxime, merde. On arrive... Il est jeune et beau, alors forcément. C'est Eric qui m'a tout appris de toute façon, c'est Eric. On arrive facilement à avoir des prêts assez facilement parce que ça montre qu'il y a de l'argent qui est créé, de la richesse, et financer finalement, on en parlait avec certains participants, ses propres bureaux ou sa propre résidence principale quand on est entrepreneur, ça devient facile quand on montre patte blanche. Et il faut jouer avec les règles du jeu, et je pense que c'est important de payer de l'URSSAF, de payer des charges et de se verser un salaire pour pouvoir montrer que l'activité est régulière et qu'on peut arriver à payer un loyer et une mensualité. Ok. Teddy, est-ce que tu peux un petit peu aussi nous partager ? Je sais que tu fais un certain nombre d'acquisitions également. Tu étais artisan, donc déjà à ton compte très tôt, puis maintenant chef d'entreprise sur plusieurs secteurs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces sujets, s'il te plaît ? En fait, ça permet en fait d'être crédible au niveau de la banque si bien sûr on réussit, on gagne de l'argent. Les banques, ça rassure tout de suite les banques. Et le fait de rencontrer d'autres partenaires aussi, ça nous amène aussi vers des courtiers, des banquiers qui financent relativement plus facilement ou qui ont plus l'habitude des entrepreneurs. Après, il y a aussi l'entrepreneuriat dans l'immobilier permet d'accéder aussi à des affaires qu'on n'aurait pas eues si on n'avait pas fait ce business-là. Je pense notamment quand on a une agence immobilière, forcément on accède à des opportunités avant tout le monde. Pour ma part, quand j'ai créé un business dans le courtage en crédit immobilier, j'allais chercher des fonds pour les clients, donc je connaissais beaucoup mieux les rouages de la banque, je parlais avec les directeurs d'agence. Sincèrement, j'étais loin d'être finançable. L'entreprise, elle n'avait pas encore un gros chiffre d'affaires, mais malgré ça, j'ai réussi à me faire financer plusieurs fois et ça m'a permis vraiment d'accéder à des opportunités. Et je pense que dans le business qu'on construit, c'est aussi important de voir ce que ça peut apporter dans le fait de saisir des nouvelles opportunités. Bien sûr. Morgane, je crois que tu n'es pas issu de l'immobilier. Est-ce que, selon toi, le fait d'être entrepreneur et d'être dans ton activité, ça accélérerait tes achats en immobilier, ça te faciliterait l'achat en immobilier ? Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre les deux ? Alors moi, avant d'être en fauteuil, j'étais dans l'immobilier d'entreprise. Et quand j'étais à l'hôpital pendant 2 ans, j'ai eu la chance de pouvoir retourner dans l'immobilier d'entreprise, mais j'étais convaincu d'autre chose et d'entreprendre dans un autre métier. Mais pour autant, la passion de l'immobilier restait intacte. Donc j'avais
quand même des petites ficelles parce que l'immobilier nous permet de rencontrer des personnes avec qui, quand on est passionné, on peut discuter et donc permet de faire des opportunités. Par contre, ce qu'il ne faut pas minimiser, c'est qu'au-delà de ça, il faut être financé. Et il y a beaucoup de gens qui arrivent dans ce monde-là et qui pensent que le financement est acquis sans forcément, on a eu des discussions tout à l'heure avec des personnes et je ne veux pas paraître négatif, mais qui pensent que c'est facile d'être finançable. En fait, non. Et ce que tu as dit tout de suite, c'est que de bien connaître les rouages du financement, c'est autant important, presque, voire plus important, que le bien que tu veux avoir. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas penser que tu vas arriver, qu'on va te financer à 100% dans ton premier achat sans avoir derrière de contre-garantie. Il ne faut pas minimiser aussi ces impacts-là qui sont des engagements et des preuves d'engagement pour le banquier pour que ton projet puisse vraiment aller au bout. Donc je dirais, moi je ne suis plus dans l'immobilier pour manger, je suis dans l'immobilier par pur plaisir, mais pour autant je n'ai pas oublié les règles que j'ai apprises quand j'étais dans l'immobilier en tant que collaborateur indépendant. Et qui font qu'aujourd'hui, alors je n'ai pas l'impression d'avoir une réussite immobilière importante, mais au moins j'arrive à me faire plaisir à Nantes sur les biens que j'ai. Merci. Moi, si je peux me permettre, j'ai Avec créé plaisir. le business un peu par hasard. En fait, pour être entrepreneur, j'avais différentes structures. Puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, il faut stabiliser tout ça, parce que quand je vais quitter véritablement tout le reste, qu'est-ce qui va me rester pour la retraite? Donc je vais faire de l'immobilier. Donc je regardais les cash flows positifs. C'était la belle époque où on pouvait encore emprunter 100%. Tu commences par ça, tu en fais 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50. Bon, tu as l'impression que ça marche. Tu dis, ouais, c'est génial. Puis à un moment donné, tu es sur un plafond de verre. Mais tout le monde te dit qu'il veut faire pareil. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, attends, je vais vous donner le produit fini. Donc je vais acheter l'immeuble complet. Je vais le découper, puis je vais vous le proposer. Et en fait, j'ai découvert que ça s'appelait marchand de biens parce que en fait, je savais pas qu'il y avait un code NAF dédié. Je vous jure, en 2007, je savais pas. Donc voilà, mes avocats, notaires et tout m'ont expliqué. Et là, on s'affranchit effectivement d'un certain nombre de limites puisque du financement classique avec les taux d'endettement, puisque marchand de biens, c'est pas financé sur ce système-là. Donc maintenant, je finance des marchands de biens également, et c'est pas sur ce système-là. Donc en fait, on fait de l'immobilier sans vraiment en faire. En fait, on fait un jeu de Monopoly. En réalité, d'ailleurs, la question il y a pas longtemps, est-ce que tu as gardé beaucoup d'investissements locatifs? J'en ai encore un petit peu, je dis pas trop, mais très franchement, non, parce que je fais essentiellement du marchand de biens, qui est beaucoup plus entrepreneurial dans la démarche. Néanmoins, le simple fait d'avoir acheté un appartement locatif, c'est déjà un acte entrepreneurial. Oui, très, très juste. Tout à fait. Tout à fait. Merci pour le partage. Quel impact ces acquisitions, parce que c'est bien que tu continues de garder, quels impacts ces acquisitions ont-elles eu sur votre parcours personnel ou professionnel? Alors là, je vais aller un peu plus loin dans la question parce que c'est ChatGPT qui nous a aidés. Je comprends là où il veut aller. En fait, tu en parles toi-même, Eric. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais beaucoup plus de marchandage de biens parce que tu y gagnes beaucoup plus d'argent. Mais en fait, le problème, si tu me permets, parce que j'en fais aussi beaucoup, le problème du marchandage de biens, que moi en tout cas j'ai de mon côté, c'est qu'en fait, il faut toujours remettre 10 balles dans la tirelire. C'est comme un outil de production. On fait du marchandage de biens. Le marchand de biens, c'est quoi? C'est un commerçant. Mais comme le primeur, il achète une patate à 1 euro, il veut la vendre à 1,50 € et il gagne sa vie sur une variation de prix. Son stock, c'est des patates. Bon, nous, en tant que marchand de biens, on gagne notre vie sur un delta de prix. On achète pour 100, on veut revendre pour 150, pour ne pas dire 200. Et en fait, notre stock, c'est des apparts, du foncier, des terrains et même des parts de sociétés à prépondérance immobilière. D'accord ? Bon. Mais ça reste un outil de production. Si on ne remet pas 10 balles dans la tirelire, l'histoire, elle s'arrête. Donc le sous-jacent de la question, je pense que c'est, même en étant dans l'immobilier, en fait, chercher une forme d'automatisation et d'argent qui tombe tout seul, entre guillemets, c'est très caricaturé, c'est d'investir le fruit de ces outils de production pour gagner ensuite de l'argent qui tombe automatiquement. Donc le sous-jacent, c'est de savoir, vous en tant qu'entrepreneur dans l'immobilier ou pas, est-ce que ça vous a permis d'accélérer dans l'immobilier? Et si oui, grâce à votre immobilier, qu'est-ce que ça vous apporte? Et probablement que c'est davantage encore un peu de temps pour sécuriser une vie plus tard où on commencerait à freiner et à sortir des sociétés de production. Tu veux que je raconte une histoire, enfin une anecdote qui va illustrer complètement ça? Il y a une dizaine d'années, je me levais des fois le soir en me disant, ou la nuit, en me disant, putain, j'ai quand même pas beaucoup de trésorerie, en réalité. Et je reprenais un Excel où sur mon Excel, j'avais toutes les valorisations actuelles, à peu près mises à jour. Bon, c'est difficile, mais de tout le patrimoine immobilier constitué, et à peu près les capitaux restants dus.
tu fais une simple soustraction et tu retournes te coucher. Et tu te dis, ça va, je suis millionnaire. Et oui, mais oui. Ouais. Ça C'est change tout. Hein. c'est sûr. Maintenant, je comprends ta question de tout à l'heure. Moi, j'ai une vision du marchand, justement, un peu, comment dire, pas aussi belle que ce qu'on peut entendre aujourd'hui avec des professionnels parce qu'ils ont un parcours exceptionnel. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, mon papa est marchand de biens, mon grand-père était marchand de biens. Mais quand on dit marchand de biens, ça ne veut pas dire forcément qu'on réussit. C'est aussi, ça peut être galère parce qu'il faut aller chercher l'argent pour acheter. Et parfois, on fait des mauvaises affaires. Et les 9 affaires, les bonnes affaires qu'on a fait, s'écroulent parce qu'on en a fait une mauvaise. Et moi, j'ai vécu avec cette vision où il fallait toujours aller chercher de l'argent et que l'argent, il n'était pas certain au bout. Et quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, assez tardivement quand même, puisque j'avais une vingtaine d'années, 25 ans on va dire, assez tardivement parce qu'au départ je me suis dit je ne veux pas faire d'immobilier. Parce que j'avais cette vision de c'est un peu risqué, parce que l'argent il n'est pas forcément sécurisé. Et finalement, quand j'ai commencé à faire l'immobilier, j'ai voulu faire de l'investissement patrimonial. Quand je dis patrimonial, avec quand même de la rentabilité, mais sans aller faire de l'achat-revente. Alors bon, aujourd'hui, j'en fais de l'achat-revente. C'est pas mon cœur de métier, mais j'en fais quand même. Mais voilà, c'est vrai que ça montre aussi que l'investissement, il peut se faire de différentes manières. Et ça, c'est, je pense, par rapport à sa propre expérience, son vécu et son éducation, quelque part. Alors, par rapport, je voudrais faire un parallèle. Je ne vais pas rouvrir un autre sujet, mais est-ce que le marchand de biens qui fait que du marchandage de biens, il n'est pas indépendant? Et est-ce que le marchand de biens qui se sécurise et qui se diversifie et qui investit pour couvrir un petit peu le risque dans l'investissement locatif, est-ce qu'il n'est pas un peu plus entrepreneur? Finalement, c'est de la gestion et de la gestion de risque aussi. C'est un outil de production, que ce soit du marchandage de biens ou le gars qui vend des patates, d'accord? Et puis même le gars qui vend des patates, le jour où les patates, ça n'intéresse plus personne, il fait banqueroute en fait, s'il n'a pas sécurisé, s'il n'a pas diversifié, s'il n'a pas entrepris des actes entrepreneuriaux à côté pour consolider, etc. Donc bon, en tout cas, le sous-jacent de la question, c'était ça. C'est que vous soyez dans l'immobilier ou pas, en tout cas, globalement, quand on a une société de production et qu'on entreprend dedans, cela facilite l'accès ou est-ce que ça accélère l'acquisition immobilière? Et qu'est-ce que ça a permis probablement d'acheter son temps, de sécuriser pour demain, au moment où, indépendamment de l'exit et de la qualité de l'exit, au moment où on réduit un petit peu son exposition, quand on se met un petit peu en retrait de son activité, d'avoir quelque chose qui prenne le relais et qui tienne dans le temps et dans laquelle on a de la pérennité en plus. Alors, je vais conclure parce que... Ou qui te permettent d'accélérer. Ou qui te permettent d'accélérer, tu as raison, ce que tu viens de dire. Je rajoute juste, ou qui te permettent d'accélérer. Dans mon cas, c'est plutôt la permission d'accélérer. Quand je disais tout à l'heure, je regardais mon Excel, je me disais que j'étais millionnaire, le fait d'avoir très vite conscientisé qu'effectivement les effets de levier liés à l'immobilier locatif te permettaient de conforter une position, te rassure, et surtout, alors moi je ne viens pas du tout d'un milieu entrepreneurial, alors vraiment pas, je le disais tout à l'heure, mon père était facteur et étiqueté Parti communiste, donc c'est très, très loin de ça. Sauf qu'en fait, tu n'as pas de sous, du coup au début tu flippes un peu, tu fais tes petits business, et tu n'as pas la vision qu'il faudrait pour être entrepreneur. Et pour l'avoir, tu peux faire toutes les écoles du monde, tu es toujours stressé parce que tu as l'impression que tu es pauvre. Et à partir du moment où tu es rentré dans cette logique de capitalisation et que Excel te dit non, tu n'as pas de sous en banque, mais tu es riche, ça change complètement ton état d'esprit. Et là, tu peux entreprendre. Tu as raison, ça permet de conscientiser la chose, ça permet de prendre du recul, ça permet de se rassurer et ça permet de remettre peut-être l'église au centre du village. La peur, c'est une perception erronée d'une réalité. Et donc on peut se dire, mais mince, je flippe, je m'expose et puis ça permet de rationaliser les choses, de sortir son Excel, de réaliser qu'en fait il y a une plus-value latente, beaucoup de remboursement du capital de fait et donc ça remet l'église au centre du village et de voir la réalité pour ce qu'elle est. Merci pour ce complément, Eric. Pour conclure, parce que l'heure est arrivée de conclure cette session, finalement ce qu'on peut retenir, c'est que passer du côté obscur de la force, devenir indépendant ou entrepreneur, ça permet malgré tout d'avoir une liberté dans la gestion de son temps, de pouvoir multiplier les expériences, des expériences souvent choisies, d'augmenter ses voyages et d'acquérir peut-être un peu plus facilement également de l'immobilier. Ces plaisirs et récompenses sont des moteurs puissants qui motivent malgré tout les entrepreneurs à continuer dans leur succès. Merci beaucoup messieurs, merci Eric, merci Grégory, Merci Maxime, Morgane et Teddy. Merci. Merci beaucoup.